Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. Nous devons, à très court terme, reclarifier le cadre et les conditions politiques de notre intervention au Sahel. D'abord et avant tout, avec les 5 États africains, membres du G5 Sahel. J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. C'est pour toutes ces raisons, et afin de procéder à ces clarifications, que j'ai invité à Pau, le 16 décembre prochain, les 5 chefs d'État africains concernés et impliqués dans le G5 Sahel pour pouvoir apporter des réponses précises sur ces points. Dès l'annonce hier soir par Emmanuel Macron de l'invitation des 5 chefs d'État du G5 Sahel à Pau pour clarifier et formaliser leurs demandes à l'égard de la France. En un mot, si ces chefs d'État souhaitent oui ou non la présence française au Sahel, les réactions sont venues de toutes parts, à commencer par le président du Faso lui-même. Nous allons répondre à cette invitation, évidemment, puisque j'assure la présence du G5 avec les autres chefs d'État. Et nous aurons l'occasion de nous parler, je dirais franchement, sur les différentes questions qui se posent aujourd'hui dans l'activité que nous menons ensemble dans la lutte contre le terrorisme. À Ouagadougou, les réactions restent diverses. Si certains sont pour que la France quitte ces pays, d'autres par contre ne voient pas les choses ainsi. C'est un peu déplorable quand même qu'un chef d'État s'adresse à ses homologues chefs d'État de la sorte, parce que le langage utilisé même n'est pas un langage assez diplomatique. Demander à ses homologues chefs d'État de venir clarifier comme si c'était c'est déplorable. En fait, c'est triste quand même que la France continue de prendre les pays africains comme, disons, ses enfants. La France, sa présence en Afrique va beaucoup nous aider à combattre, si je peux m'exprimer ainsi, ces djihadistes ou bien ces terroristes qui nous traumatisent. Et donc moi je suis d'avis et je veux que la France reste toujours en Afrique pour nous soutenir. Du côté de la société civile, c'est l'indignation totale. On est inquiet parce qu'à partir du moment où on nous parle des indépendances de nos pays, alors qu'on convoque des chefs d'État africains comme ça, comme si on n'était pas des États souverains. C'est encore une humiliation. Mais dans tous les cas, cette fois-ci, ça va nous permettre de savoir réellement est-ce que nous sommes indépendants. Est-ce que véritablement les pays africains, notamment le nôtre, est-ce que nous sommes indépendants? Par ailleurs, selon des sources diplomatiques et sécuritaires, le président Alassane Ouattara serait favorable à un déploiement des forces pour épauler les pays du Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. La grève a été massivement suivie partout en France ce jeudi. À Paris, des incidents ont éclaté dans l'après-midi en tête d'une manifestation qui rassemblait des milliers de personnes protestant contre la réforme des retraites. Une promesse du quinquennat d'Emmanuel Macron. La réforme est très floue, on ne sait pas du tout où il veut aller. Un coup il avance, un coup il recule. Quand c'est pas son Premier ministre qui dit autre chose, vous prenez ne serait-ce que les instituteurs. On leur a annoncé que pour eux la réforme ne les toucherait pas. Je n'en suis pas très sûre. Le mouvement touche les enseignants, les retraités, les étudiants, les avocats. À la mi-journée, plus de 180 000 manifestants sont sortis protester dans une vingtaine de villes, selon une estimation de la police. Plusieurs grandes agglomérations étaient paralysées et des secteurs entiers tournés au ralenti. 90% des trains à grande vitesse ont été annulés et la majorité des gares étaient désertes. Dans la capitale, 10 lignes de métro sur 14 étaient fermées. Là, je réfléchis si je vais me rendre au travail ou j'annule et que je rentre chez moi. Je ne sais pas. C'est la galère en temps normal. Alors avec la grève, là, une grande grève. Ce matin, j'ai eu des difficultés au niveau du train parce que déjà, il y avait pas de train. Donc j'étais obligé d'attendre pendant 1 heure sur le quai de Poissy pour avoir un train. Donc c'était pas du tout facile. Les syndicats ont annoncé que le mouvement durerait jusqu'à lundi.
Les opposants les plus virulents espèrent faire durer le mouvement et faire plier le gouvernement en mettant le pays à l'arrêt, comme c'était le cas pendant 3 semaines en décembre 1995. Les Peuls sont des éleveurs pastoraux qui migrent avec leur bétail suivant les saisons. Mais aujourd'hui, leur vie séculaire est menacée. Pendant la saison sèche, nous avons toujours un problème d'eau. Il a plu en début d'année et les étangs et les points d'eau étaient remplis. Mais la sécheresse est revenue. Les points d'eau se sont asséchés et nous avons dû nous rabattre sur ce puits pour abreuver les animaux. Notre vie est liée à l'élevage. Tout ce que nous possédons, c'est grâce à l'élevage. Nos animaux nous apportent tout ce dont nous avons besoin. Tout ce que nous faisons dépend d'eux. Ils sont essentiels pour nous. Le Niger, un pays où plus de 80% de la population vit de l'agriculture, est au premier plan de l'urgence climatique. Au cours des dernières décennies, les Fulani ont vu leurs troupeaux décimés par la sécheresse et la faim. Et ce déclin s'accélère. Chaque année, une superficie de plus de 1000 km² est perdue face à l'avancée du désert et à l'érosion des sols. Beaucoup de Peuls ont dû abandonner l'élevage pour s'installer dans les villes afin de nourrir leur famille. Nous avons eu un certain nombre de problèmes en ville. Nous avons parfois du mal à nous nourrir, contrairement à autrefois, lorsque nous vivions dans la brousse avec les animaux. En ville, mon salaire est si bas qu'il ne couvre pas nos besoins. Avant de partir, j'ai vendu mes animaux pour payer la scolarité de mes enfants. Mais comme je n'avais plus d'animaux, je suis partie pour aider ma famille. Après plusieurs tentatives, j'ai réalisé que cela ne fonctionnait pas et que je ne gagnais pas assez d'argent. C'est pourquoi j'ai accepté ce travail. Les anciens de la communauté parlent de malédiction, car pour les Fulani, les vaches sont avant tout un symbole de liberté et le nomadisme un mode de vie à défendre à tout prix. Amadou Umfadi, rubrique santé, bonsoir, nous sommes jeudi. Nous sommes jeudi, effectivement. Alors, aujourd'hui nous parlons de la lutte contre le VIH-Sida. Où en est-on avec la recherche d'un traitement? Effectivement, John, c'est une question que beaucoup de personnes se posent, les malades, leurs familles et le grand public en général. Car à ce jour, il faut le dire, aucun traitement ne permet d'éliminer totalement le virus de l'organisme et donc de guérir du sida. Il faut dire que la communauté scientifique ne connaît que 2 personnes ayant durablement guéri de la maladie. Il s'agit de Timothy Brown, plus connu sous le nom du patient de Berlin, et un autre dénommé le patient de Londres. Les 2 individus ont reçu le même traitement, une transplantation de la moelle osseuse avec une mutation génétique rare qui empêche le virus de s'installer. Un traitement lourd, dangereux et douloureux qui, selon les experts, n'est pas applicable à grande échelle. Et pour ce qui est de la recherche, il faut dire que le 29 août dernier, John, des chercheurs espagnols ont rapporté qu'une mutation génétique extrêmement rare, responsable d'une maladie musculaire touchant une centaine de personnes, crée une immunité naturelle contre le virus du sida. Ils espèrent que ce sera une piste pour de nouveaux médicaments anti-VIH. Et le 17 octobre dernier, l'ONU-SIDA a annoncé qu'un laboratoire belge avait terminé une étude menée auprès de 11 personnes vivant avec le VIH. Principale découverte, ils ont trouvé qu'il y a un moyen de mieux localiser les réservoirs dans lesquels se cache le virus. Enfin, signalons qu'il y a 3 candidats vaccins à l'étude, mais dont le plus prometteur n'est efficace que chez environ 30% des personnes testées, ce qui, évidemment, John, est encore largement insuffisant pour affirmer qu'on est proche d'un vaccin ou d'un médicament. Alors, pas de médicaments pour le sida, pour autant, on ne meurt plus absolument du sida, il y a des traitements. Tout à fait, John. On voit bien que vous suivez les questions de santé et c'est connu, d'ailleurs, du grand public. Ces médicaments, ce sont les antirétroviraux, des médicaments qui agissent en bloquant la multiplication du virus dans l'organisme. Mais il faut signaler qu'il y a un traitement assez révolutionnaire qui existe et qui est autorisé par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2015. Il s'agit de la prophylaxie pré-exposition qui consiste à prendre certains médicaments avant d'être exposé à des pratiques à risque. Mais il faut tout de même ajouter que ces médicaments ne garantissent pas une protection à 100% et l'OMS les considère d'ailleurs comme une simple option supplémentaire de prévention contre le VIH-Sida.
Alors les autres moyens de prévention étant, c'est connu, l'abstinence, l'usage des préservatifs ou encore le dépistage et la mise sous traitement des femmes enceintes pour réduire le risque de transmission mère-enfant. Voilà, Mohamedou, parlons maintenant, Mohamedou, de cette initiative pour Médecins sans frontières. Il y a les dirigeants mondiaux, les groupes communautaires en Afrique notamment, jouent un rôle primordial dans ce combat et c'est bien le cas en République centrafricaine, comme nous allons le voir avec Salwa Jafari. Nous sommes à Zemio, une petite ville située dans le sud-est de la Centrafrique. Ici, les routes, les bâtisses et les gens portent encore les cicatrices des longues années de guerre qui ont fait rage dans le pays. Marina est séropositive depuis 2010. Elle a besoin de médicaments pour rester en vie. Un précieux sésame qu'elle a eu du mal à se procurer quand elle a dû fuir le pays. Avant, j'étais forte et en bonne santé avec le traitement. En raison de la violence, j'ai dû fuir en RDC. Je ne pouvais pas prendre mes médicaments. C'est à ce moment-là que je suis redevenue malade. La charge virale est devenue très élevée. En raison de l'isolement et du déplacement de population, la région du Hombomu, où se trouve Zemio, présente la prévalence du VIH la plus élevée en RCA. 12%, plus du triple de la moyenne dans le reste du pays. Dans le seul hôpital de la ville, le personnel soignant peine à venir en aide aux malades. Il y a la pauvreté ici, il y a la famine qui bat record ici. C'est le sexe qui aide beaucoup de femmes. Fiacre est représentant d'un groupe communautaire qui aide les résidents à obtenir leurs médicaments. Lui-même séropositif, il vient aujourd'hui récupérer une nouvelle livraison d'antirétroviraux. 12 personnes vont bénéficier du contenu de cette boîte. L'initiative a été créée en 2016 par Médecins sans frontières afin de rassembler des personnes vivant avec le VIH pour se soutenir mutuellement. Parmi les 700 membres de ces groupes communautaires de la région, 80% ont vu leur charge virale réduite grâce à un traitement efficace au cours de la dernière année. Les infirmiers sont venus me faire la charge virale. Je suis devenu vraiment indétectable. Selon les Nations Unies, environ 470 000 personnes vivant avec le VIH en Afrique meurent encore chaque année parce qu'elles ne peuvent pas être ou ne sont pas testées ou n'ont pas accès au traitement, ce qui représente plus de 60% de tous les décès liés au VIH dans le monde. Voilà, Mohamedou, on se retrouve jeudi prochain. À jeudi. Bonsoir à tous. Effectivement, il y a du rififi en Italie. Les clubs de Serie A ont qualifié de terrible et inacceptable le titre Black Friday à la une du quotidien sportif Corriere dello Sport consacré à Romelu Lukaku et Chris Smalling. Des photos de ces deux anciens joueurs de Manchester United apparaissent sur la première page pour illustrer un article sur l'affrontement prévu demain entre les deux clubs, l'Inter de Milan pour Lukaku et l'AS Rome pour Smalling. L'article affirme que le Belge d'origine congolaise et l'Anglais ont pris des positions fortes pour dénoncer le racisme et sont devenus des symboles de leurs deux clubs. Mais cette une a subi de nombreuses critiques dans un pays où le racisme dans le football est un problème récurrent. L'AS Rome a tweeté que personne au monde ne peut penser qu'un titre pareil est bien choisi. L'Inter de Milan, de son côté, l'Inter donc de Romelu Lukaku, a jugé totalement inacceptable une telle ignorance à propos du racisme dans le monde. Et puis, Amazon fait ses débuts comme diffuseur de la Premier League en Angleterre donc. Le géant de la vente en ligne a fait ses débuts hier comme diffuseur du championnat anglais. Amazon est le premier des géants électroniques technologiques, disons, à s'être immiscé dans le championnat le plus cher au monde en déboursant 106,6 millions d'euros pour diffuser 20 matchs par an pendant 3 ans. Et parmi les avantages proposés par Amazon, la possibilité de regarder les matchs comme au stade, sans commentateur et avec seulement le son du public. Le vrai test économique pour Amazon arrivera à la fin de la période d'essai gratuite de 30 jours proposée aux consommateurs, au terme de laquelle ils devront débourser un peu moins de 10 euros mensuels pour s'abonner. Et pour finir, le verdict est tombé pour Hazard et le Real grince les dents.
L'attaquant belge du Real Madrid souffre d'une microfracture au niveau de la cheville droite et manquera sans doute le Classico contre le FC Barcelone. Eden Hazard avait été contraint de céder sa place face au PSG en Ligue des Champions après s'être tordu la cheville en tentant d'échapper à un marquage. Même si le club ne précise pas la nouvelle durée d'indisponibilité de son numéro 7, sa présence au Classico prévu le 18 décembre est menacée. La presse espagnole évoque une absence de 4 à 6 semaines. Le Real Madrid reprendra le championnat à Retafe le 4 janvier avant de s'envoler pour l'Arabie Saoudite où il disputera la Supercoupe d'Espagne. Voilà, on s'arrête ici pour les sports et on se retrouve demain. Martha Daniel récolte ainsi l'ancêtre dans sa ferme de la zone de Sidama dans le sud de l'Éthiopie. Je vais prendre la poulpe et l'enterrer dans une fosse. Ensuite, je vais la mélanger, la pétrir avec mes mains, puis la sceller avec des feuilles et au bout d'un moment, elle se transformera en une poulpe. De là, elle pourra être préparée sous différentes formes. Du pain, par exemple, ou être moulée dans un rouleau en forme de pomme de terre que vous transporterez dans un récipient lorsque vous partez en voyage. C'est une plante très prisée dans les hauts plateaux éthiopiens. Elle est non seulement comestible, mais elle est aussi utilisée dans la construction pour des emballages comme aliments pour le bétail et sous la forme de médicaments. Cela s'appelle bite. À partir de là, vous pouvez préparer des aliments comme le sashishame, le mocho et le shafeta. Décrit comme une banane sous stéroïdes, l'ancêtre peut être le super aliment dont vous n'avez jamais entendu parler et encore moins goûté. Pour faire un boursam, je commence par frotter le kofam, le produit final, sur une table en bois appelée badirou. J'ajoute du sel pour bien frotter de nouveau. Ensuite, une bonne quantité de beurre. En fonction de la quantité de beurre et des plats d'accompagnement, vous pouvez le présenter comme un boursam fait maison. On le sert aux clients avec des épinards et de la viande. Cette nourriture est bonne pour votre estomac. Vous pouvez manger autant que vous voulez, cela ne vous gênera pas. Cela fait 28 ans que j'ai commencé à la servir dans cette ville de Hawassa. Je l'envoie même à l'étranger. Les gens m'écrivent de l'étranger et je leur en envoie tous les jours. Les scientifiques disent qu'il pourrait être une bouée de sauvetage pour un monde en réchauffement, la plante étant très tolérante à la sécheresse. Surnommé l'arbre contre la faim, l'ancêtre fait partie d'une liste d'ingrédients inhabituels mis en avant par de grands chefs cuisiniers londoniens lors d'un événement organisé la semaine dernière par Food Forever, une initiative promouvant la diversité des aliments. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. Demain est un autre jour. Bonsoir.